Bonjour à ceux qui prennent en marche ce direct-là. Comme le voyez, j'ai une tête un peu fatiguée là. C'est un direct qui n'était pas prévu, que je viens d'improviser suite à la situation que vous allez découvrir dans les minutes qui vont suivre. Mais avant que on entre dans le vif du sujet, il est bon que je vous demande, compte tenu de la gravité des propos qui seront tenus ici, de partager la vidéo et d'inviter le maximum de personnes. D'inviter le maximum de personnes. Parce que moi-même, quand on m'a expliqué l'histoire, ça m'a paru ça m'a paru vraiment gros. Donc je pense qu'il est bon que vous invitez le maximum de personnes afin que l'objectif qui est d'informer tout le monde soit atteint le plus rapidement possible. C'est donc, je résume la situation. Il y a une semaine de cela, un jeune que j'appellerais Hervé m'a contacté par l'intermédiaire d'un ami. Il m'a donc contacté via les réseaux sociaux. Il m'a dit qu'il avait une histoire à m'expliquer. Bon, au début, je sais pas, j'y ai pas accordé beaucoup d'importance jusqu'à ce que je lui dise, bon, vas-y, explique-moi ton histoire. Donc, il m'a expliqué l'histoire et pour moi, les propos qu'il a tenus sont assez graves. Les propos qu'il a tenus sont assez graves, les accusations qu'il a portées sont assez graves. Et j'ai longtemps réfléchi pour savoir est-ce que je devais exposer l'histoire, est-ce que je devais mettre ça sur la place publique. Mais je pense que tout à l'heure, lorsque vous allez connaître l'histoire, vous conviendrez avec moi qu'il était important que celle-ci soit connue. Donc ce qu'on va faire, c'est que moi je vais l'appeler et puis il va expliquer son histoire de bout en bout. Je lui poserai quelques questions pour avoir des éclaircissements. Moi, il me l'a déjà expliqué, mais je préfère qu'il la livre lui-même. Je précise que je ne dis pas pour autant que les propos qu'il va tenir, tous les propos qu'il va tenir sont vrais. C'est-à-dire que je ne me porte pas garant pour tous les propos qu'il va tenir, mais je lui sers des canaux pour expliquer son histoire. Parce que j'estime moi aussi qu'il est important que celle-ci soit connue. Je vais donc l'appeler, il va expliquer son histoire pour que tout le monde soit informé de ce qui s'est passé, de ce qui se passe. Donc, merci et puis je vais essayer de le joindre en espérant que on y arrive. Allô? Oui, allô? Oui? Oui, salut, comment tu vas? Ouais, ça va et toi? Ouais, ça va, tranquille, mon cher, ça va. Ok, d'accord. Avant qu'on ne commence, je vais juste m'assurer que ceux qui suivent la Oui. vidéo entendent. Est-ce que tu peux... Allô? Oui, je t'écoute là. Voilà, je vais juste m'assurer que ceux qui suivent la vidéo entendent ce que tu dis. Donc, on va juste aller donc, il y a quelques semaines de cela, bon, je crois il y a quelques jours de cela, lorsque tu m'as contacté via Oui. Facebook et tu as dit que tu voulais m'expliquer une aventure que tu avais vécue. Et donc, je t'ai Oui. écouté, tu m'as expliqué ton histoire et tu m'as dit que toi, aujourd'hui, tu voulais que cette histoire-là, elle soit connue de tout le monde. Oui. Voilà, parce que tu ne te reconnais pas dans ce qui s'est passé et tu ne te reconnais pas dans ce qui peut se passer par la suite. Donc, ce qu'on va faire, moi, je vais te laisser la parole et tu vas expliquer les mêmes propos que tu m'as expliqués, tu vas les expliquer ici. Et Oui. s'il y a des questions, je vais te poser ces questions-là et puis on finira dessus. Et si tu auras atteint ton objectif qui est de te faire entendre cette histoire. Donc, je te laisse la parole. Tu n'es pas obligé de donner ton nom à l'état civil, on t'appellera Hervé. Ou voilà. Et donc, tu expliques l'histoire depuis le début avec des dates si possible, avec des lieux si possible, avec tous les noms si possible. Et puis, s'il y a des questions, je te poserai les questions. Donc, vas-y, tu as la parole. Bon, déjà, je te remercie de me donner l'opportunité de causer avec les gens. Voilà. Mais j'aimerais te d'abord le nom, mais Mhm. j'expliquerai de manière claire pour que chacun puisse comprendre ce qui se passe. Mhm. Je ne sais pas si tu m'écoutes, hein? Allô? Oui, je t'écoute. Voilà, j'expliquerai de manière claire à ce que chacun puisse comprendre ce qui se passe. D'accord. Voilà. Donc, je vais rentrer dans le vif du sujet sans perdre de temps. Oui. Voilà. Je garde mon pseudo, qui est Hervé. Oui, vas-y, oui.
Voilà, je te contactais par un ami. Oui. Je te contactais par un ami parce que nous étions avant membres de la Galaxie Patriotique. Et après la chute du président Laurent Gbagbo, nous sommes retrouvés en exil. Et depuis notre exil, bon, moi je n'étais pas en exil en tant que tel, lui il est en exil, pas moi. Donc moi je n'étais pas en exil en tant que tel, moi j'étais toujours au pays. Et après j'ai vu l'assassinat d'un ami parce que après l'exil et après la chute du président Laurent Gbagbo, il y a eu pas mal de règlements de compte. Donc après tous ces règlements de compte, il s'est avéré que moi j'ai vu un ami qui s'est fait assassiner sur mes yeux par les soi-disant FSI, les forces républicaines de Côte d'Ivoire. Donc moi ça m'a révolté, ça m'a énervé. Et ainsi de suite, je suis rentré en contact avec mon ami avec qui j'étais toujours en contact. Donc nous sommes restés en contact un bon moment. Et après cela, moi j'ai rejoint l'Europe. Oui. Bon, après avoir rejoint l'Europe, il m'a fait savoir que l'injustice qui régnait en Côte d'Ivoire, parce que nous avions des gens qui sont en prison, qui n'ont jamais vu un juge d'instruction, qui ne savent même pas pourquoi ils sont en prison, qui ne savent même pas pourquoi ils sont arrêtés, qui ne savent même pas ce qu'ils vivent, comme souffrance, comme maltraitance. Donc il fallait poser un acte quand même fort pour pouvoir attirer les yeux de la communauté internationale. Donc c'était prévu, ce qui était prévu dans les plans, parce que lui faisait partie d'une organisation. Donc c'était prévu qu'il fallait faire un enlèvement. Attends, est-ce que cette organisation dont tu parles là, est-ce qu'elle avait un nom? Cette organisation avait un nom qu'on appelait le Mafia. Donc ça s'appelait Mafia, c'est ça? C'était le nom de son organisation? Mafia, le mouvement anti-français et impérialiste d'Afrique. Ok, donc c'était quoi? Mafia, c'est ça? Donc c'est l'ami en question qui te contacte pour te proposer, dans le cadre de son mouvement, que vous puissiez enlever des Français, c'est bien ça, hein? Bon, il nous a proposé d'enlever des Français. Ok, d'accord, vas-y, continue. Des diplomates français au départ. Oui. Voilà, au départ, nous devions enlever des diplomates français. Donc, cet ami, après m'avoir contacté, il est jugé noble. Parce que pour moi, je suis quelqu'un qui est contre l'injustice. Et qui aimerait que le droit soit respecté sur tous ses plans. Donc, j'adhère au mouvement, on m'envoie mon billet d'avion, j'arrive à Accra. Donc, l'ami en question, il réside où excuse-moi, l'ami en question, il réside où? À Accra ou à Abidjan? Non, l'ami en question, il réside à Abidjan. Mais pourquoi ton vol va sur Accra? Pourquoi tu ne prends pas un billet directement pour Abidjan? Mon vol va sur Accra parce que nous avons plusieurs bases. Ok, d'accord. Allô? Depuis Abidjan. Ok, donc c'est lui qui te propose d'atterrir à Accra, c'est ça? Allô? Allô, tu m'entends? Excuse-moi, j'avais un appel là. Ok, donc en fait, c'est l'ami qui te propose d'atterrir à Accra, c'est bien ça? Excusez, je pense qu'il y a un double appel qui... Excusez, je pense qu'il va nous revenir, je crois qu'il a un double appel. Voilà. Mais pour résumer ce qu'il a déjà dit jusqu'à présent, c'est que... Bon, je crois qu'il est de retour. Oui, allô, Hervé? Alors, tu m'excuses, j'ai eu un appel sur le téléphone direct. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. D'accord. Donc, on résume la situation et puis tu continues. Donc, l'ami en question, que tu connais depuis Abidjan, il t'appelle, il te propose de rejoindre son mouvement, dont le but, c'est d'enlever à la base des diplomates français. C'est ça. Donc, il t'envoie un billet d'avion. Et en guise de négociation, il fallait exiger la libération de nos prisonniers politiques. Ok. Les prisonniers politiques de toute la crise post-électorale. Ok. Donc, il t'envoie... Je suis honnête, qui sont des gens qui sont malheureusement injustement incarcérés parce qu'ils n'ont jamais vu un juge d'instruction. Oui. Et
on vit selon la guise de Ouattara. C'est-à-dire qu'on décide de juger X, on met X en prison. Oui. Quand on décide de libérer Y, on libère Y. Ok. Donc, je t'expliquais Oui. que nous n'avions pas de base. Nous n'avions pas, le coup n'a pas été préparé au Ghana. Mhm. Le coup n'a pas été préparé au Ghana. Parce que j'aimerais pas que de loin ou de près, on aille accuser des gens au Ghana. Mhm. Voilà, le coup n'a pas été préparé au Ghana. Mhm. Nous avons plusieurs bases dans la sous-région Mhm. et la rencontre s'est faite à Accra. Ok, d'accord. Nous seulement qui devions faire l'opération du kidnapping sur Abidjan. Ok, d'accord. Voilà. Ok, d'accord. Il t'envoie donc ton billet d'avion et tu arrives à Accra. Vas-y. J'arrive à Accra, je rencontre le responsable Oui, qui est chargé de l'opération, oui, qui me fait savoir ce que je dois rencontrer à Abidjan. oui, Mais d'Accra, je dois rejoindre Abidjan de manière officieuse, pas de manière officielle. oui, Donc, c'est-à-dire que je dois éviter la douane, oui. je dois éviter les frontières. Oui. Ouais, je pense qu'il y a un autre appel là, mais il va nous revenir. Donc, pour résumer ce qu'il a dit jusqu'à présent, c'est que quelqu'un de ses amis le contacte, donc pendant qu'il il est en Europe, pour lui proposer de rejoindre son mouvement qui s'appellerait le Mafia, dont l'objectif est d'enlever des diplomates français pour réclamer la libération des prisonniers politiques. Donc, cet ami-là lui envoie un billet d'avion et il arrive à Accra où il croise les autres membres de l'organisation. Oui, allô? Allô? Ouais, vas-y. Bon, excusez-moi encore, c'est la même personne qui m'appelait, mais je crois que c'était réglé pour de bon. Ok, d'accord. Voilà, donc comme je vous disais, Mhm. il fallait prendre des voies officieuses pour arriver à Abidjan. Oui. Ce que j'ai fait, j'ai pris des voies officieuses, je suis arrivé à Abidjan. Mhm. Donc, les gens que je devais contacter à Abidjan, je les ai contactés. Mhm. Nous nous sommes rencontrés. C'est qui les gens que Et tu, excuse-moi, c'est qui les gens que tu devais contacter à Abidjan? C'est des politiciens, c'est des diplomates, c'est des gens de l'armée, c'est qui effectivement? Non. Au fait, je ne savais pas déjà au départ qui j'ai rencontré à Abidjan. Oui. Mais je sais que j'ai rencontré des gens qui étaient au courant de ce qu'on venait faire. Oui, ok. Voilà, donc je les ai rencontrés. Dans un premier temps, nous nous sommes rencontrés. Je n'ai pas rencontré toute l'équipe. Mhm. J'ai rencontré deux responsables. Mhm. Du côté d'Adjabé, Ouais. derrière le marché des forums. Ok, donc ils t'ont donné rendez-vous à Djamé derrière le marché des forums, d'accord. Forum. Ok. Je les ai rencontrés, nous avons discuté. Mhm. Parce qu'il fallait qu'eux aussi s'assurent que je suis vraiment la personne qu'ils attendaient. Oui. Ce qui a été vérifié, ils ont vu qu'effectivement, j'étais la personne qu'ils attendaient. Parce que nous évoluons par code. Nous Oui. évoluons par nom de code. Oui. Voilà, personne ne connaît le nom de à qui il a fait. Mhm. Bon, je les ai rencontrés, nous avons longuement discuté. Mhm. Et après discussion, tout ça, ils m'ont dit que ils m'ont dit que dans quelques jours, Oui. il y avait un de leurs membres qui allait venir me voir. Oui. Bon, j'étais logé dans un hôtel. Oui. Allô? Oui, vas-y, je t'écoute, hein. Allô? Oui, je t'écoute. Allô? Allô? Oui, moi je t'écoute, hein. Je sais pas si c'est toi qui as un appel, sinon moi je t'entends parfaitement. Donc j'étais contacté. Oui. Quelques jours après, j'étais Excuse-moi, reçu. allô Hervé, excuse-moi, on a oublié ton départ à Abidjan, c'était quand exactement la date précise? Ah, je l'ai pas en tête. Je l'ai pas en tête, je ne voulais pas vous mentir. Bon, c'est quel jour tu Parce quittes? que je vous explique, c'est une histoire qui s'est passée il y a au moins, ça fait 4 mois maintenant. 4 mois, donc ça fait, si tu veux, il y a 4 mois de cela que tu quittes l'Europe pour aller à Accra pour l'opération, c'est bien ça, hein? Oui. Donc on va dire fin 2017, c'est bien ça? Oui, je suis parti Attendez, je crois que j'ai mon passeport sur moi.
Je vais regarder la date. Ah, je vous donne la date exacte de quand je suis parti d'Abidjan. Et de l'Europe, oui. Ouais. 2 minutes, s'il vous plaît. Voilà, allô? Oui, allô, oui. Je suis parti le 2 octobre 2017. Ok, donc 2 octobre 2017, tu quittes l'Europe pour rejoindre Accra. Donc allons-y, on peut continuer, oui. Voilà, le 2 octobre 2017, je quitte Accra, je rejoins l'Europe. Et je quitte l'Europe, je rejoins Accra. Oui. D'Accra, je me retrouve à Abidjan plus tard le 4. Oui. Le 4, je rencontre ceux que je devais rencontrer le soir au marché des forums. Oui. À Djamé, derrière le marché des forums. Oui. De là, 3 jours, 4 jours après, on vient me donner l'argent. Oui. Pour pouvoir faire l'opération. Ok. Quand tu mais ça veut que quand on tue. Oui, allez-y. Oui, donc on te remet l'argent, on peut savoir combien on te remet? 7 000 euros. 7 000 euros. Ok, d'accord. Oui. Tu connais la personne qui te remet l'argent ou bien c'est la première fois que tu vois la personne? C'est ma première fois de voir la personne, mais je connais son nom de code. Ok, d'accord. Donc allons-y, on continue, oui. Voilà, je connais son nom de code, tout ça. Parce que nous travaillons par nom de code, comme je vous ai dit. Oui. Mais nous ne sommes pas de la même famille. Parce que moi, je suis d'une famille de loups solitaires, comme on nous appelle. Oui. Pour nous autres qui vivons en Europe, dans différents pays, on nous appelle les loups solitaires. Oui. Et eux, ils sont dans les familles dormantes. Ok, d'accord. Donc, normalement, je connais son nom de code. Okay. Parce que je sais que je dois quand même savoir qui vient me remettre l'argent. J'accepterai pas l'argent de n'importe qui. Ok, d'accord, allons-y. Donc, nous nous croisons. Il me remet l'argent. Oui. Après, on envoie un espion sur le terrain. Oui. Qui nous fait comprendre que si on veut opérer comme la direction centrale l'a décidé, oui. On va faire des otages. Oui. Nous pouvons faire des otages parce que la majorité des diplomates que nous voulons prendre en otage vivent à Cocody. Oui. Cocody est super sécurisé, alors que nous n'avons pas de base à Cocody, nous n'avons pas de cellules dormantes à Cocody. Oui. Donc il fallait procéder autrement. Oui. Donc nous contactons un de nos contacts qui est basé au Mali. Oui. Qui fait partie de la section de la base du Mali. Oui. Qui lui contacte le grand chef. Oui. Après, en retour, on reçoit que il nous faut prendre des gens, il nous faut prendre des Français. Oui. Qui sont dans les zones éloignées. Dans les zones éloignées, donc d'Abidjan, c'est ça? Oui. Ok, d'accord. Des zones éloignées d'Abidjan. Ok. C'est-à-dire que des Français qui sont dans des zones où les situations sont très faibles. Oui. Et où la sécurité est très faible pour eux. Oui. C'est dans cette optique-là que la vision a été jetée sur le sud Comoé. Ok. Derrière Boisseau. Ok. Plus précisément à Crécy, derrière Yamé. Ok, d'accord. Voilà. Donc, il y a une société là-bas qu'on appelle Canaves. Oui. Qui travaille dans les histoires des bananes douces. Oui. Donc, c'était un responsable de là-bas que nous devions prendre. Voilà. Mais il savait que le responsable en tant que tel habite dans un village non loin de la Crécy qu'on appelle Dibi. Oui. Dibi, à Crécy, il y a un carrefour. Oui. Au carrefour, il y a un corridor. Oui. Un corridor de la gendarmerie qui est géré par le peloton mobile d'Aboisseau. Oui. Donc, en voulant prendre la proie du côté, je vous parle normalement de celui qu'on devait prendre en otage, oui. à Dibi, oui. Il faut forcément attaquer le corridor qui se trouve au carrefour d'Acrécy, oui. et Dibi. Oui. Donc le but c'était de ne pas faire de dégâts sanguinaires ou de dégâts matériels. C'est de prendre la proie sans bruit, oui. partir sans bruit, quitter le coin sans bruit. Ok, d'accord. Alors que nous étions obligés là, si on voulait procéder tel qu'ils avaient décidé, on était obligé de faire du bruit. Oui. Voilà. Donc nous avons encore avisé la direction centrale. Oui.
pour les expliquer ce qui se passe exactement. Oui. Et là, maintenant, ils nous ont demandé, bref, à nous rencontrer. Oui. Nous sommes remontés sur Accra. Oui. D'Accra, nous sommes arrivés à Ilakonji, au Togo. Oui, excuse-moi, hein. Excuse-moi, sur l'épisode d'Accra, est-ce qu'une fois à Accra, tu as croisé une personnalité, je veux qu'on soit franc, hein, que tu parles franchement, est-ce qu'une fois à Accra, tu as croisé une personnalité politique pro-Gbagbo en exil à Accra, ou un militaire, Attends, laisse-moi finir s'il te plaît. Ou un militaire estampillé, on sait qu'il y a des militaires en exil à Accra, il y a des hommes politiques pro-Gbagbo à Accra. Est-ce qu'une fois arrivé à Accra, tu as croisé un d'entre eux? Bon, franchement, je n'ai pas croisé un homme politique. Ok. Pour ne pas vous mentir, je n'ai pas croisé un homme politique parce que de toutes les manières, nous, dans le mouvement même, on n'a pas affaire aux hommes politiques. Oui. Parce que nous-mêmes, nous trouvons que les membres politiques du FPI sont des lâches. Et que c'est à cause d'eux-mêmes la situation perdure. Ok. Parce qu'ils n'ont pas assez de... vous m'excusez du mot, mais ils n'ont pas assez de couilles. Pour prendre les choses en charge. Ok. Donc, je n'ai croisé aucun. Ok. Concernant les militaires, les gens que j'ai croisés à Accra, je ne saurais vous dire s'ils sont militaires ou pas. Oui. Voilà, je ne saurais vous le dire. Ça ne m'intéresse, je ne sais pas. Oui. Mais je ne crois pas qu'ils étaient militaires ou bien quoi que ce soit, parce que de toutes les manières, nous avons des noms de code, mais nous avons la possibilité aussi de dialoguer souvent. Ok, d'accord. Donc vas-y, tu peux continuer. Aucun ne m'a fait savoir qu'il était militaire ou bien quoi que ce soit. Ok, d'accord, vas-y. Donc comme je vous disais, nous avons croisé l'argentier du groupe. Il a conduit à la frontière togolaise, togo-béninoise, qui nous expliquait le plan B. Le plan B, c'était de prendre maintenant n'importe quel ressortissant européen. Ok, d'accord. Et c'est avéré que celle qu'on devait prendre, c'était une Italienne. Du côté d'Ayamé. Une Italienne à Ayamé, ok, d'accord. Voilà. Ok. Donc, nous sommes arrivés sur le terrain. Oui. Nous avons fait partie de notre espion. Il a étudié le terrain. Il nous a fait comprendre la situation du terrain. Oui. Là, il savait que sur le terrain, si on veut prendre la voie routière, oui. Parce que c'était facile de prendre la proie. Oui. Mais difficile d'envoyer la proie jusqu'à Abidjan. Oui. Parce que le but final, il fallait envoyer la proie jusqu'à Abidjan. Oui. Donc, c'était très difficile pour nous de prendre la voie routière parce qu'à Boisseau, parce que d'Ayamé, vous trouvez à Boisseau 20 km après. Oui. Et à Boisseau, il y a un peloton mobile. Oui. Il y a une préfecture de police. Il y a une brigade de gendarmerie et un commissariat de police. Oui. Donc, s'il allait être donné, c'est très difficile pour nous. Mais en temps même si on arrive à éviter à Boisseau, en prenant toute la tangente, il y a une brigade de gendarmerie à Benoît. Oui. Une autre à Bassam. Et il y a encore les forces spéciales qui sont basées à Diaké qui peuvent redescendre sur Samo. Oui. Donc il fallait prendre la proie de la manière fluviale. Oui. Par l'eau. Oui. Et à Yamé, on a la BIA. Oui. De la BIA, il fallait travailler par la BIA, prendre la proie, passer par la BIA, la faire sortir par Bakro. Oui. De Bakro, on faisait descendre la proie à Asuba. Oui. À Asuba, il y a une autre équipe qui prenait la proie. Oui. Et qui partait directement pour Nzikro. Nzikro, il passait dans l'épée. Dans l'épée, il était à 40 minutes d'Abidjan. Ok. La gendarmerie dans l'épée, elle était facile à maîtriser parce que c'est une gendarmerie qui n'était pas en compétence qui n'était pas en mesure de compétir avec nous. Ok. C'est dans cette optique-là que j'avise, parce que nous n'avions personne qui connaissait la voie fluviale. Oui. Donc il nous fallait trouver quelqu'un qui connaît la voie fluviale. Ok. C'est comme ça que j'avise un ami que je connais, puisque moi je suis de la région, pour ne pas vous mentir. Oui. Et cet ami-là en question décide de collaborer avec nous, mais à lui, on ne lui fait pas comprendre les buts exacts Oui. de notre opération. Oui. On lui fait comprendre que c'est une opération qu'on mène moyennant de l'argent en retour. Oui. Parce que la guerre, c'est des Russes. Donc, il a adhère à notre opération. Mais au dernier moment, c'est ce même ami qui ne fait pas partie de notre organisation qui nous a vendu.
Dans le jour de l'attaque, on s'est retrouvé avec un commando qui venait du peloton mobile d'Abosso. Voilà, on a vu que l'opération devait échouer puisque notre éclaireur nous avait déjà fait savoir ce qui se passait. Oui. Voilà. Voilà un peu comment les choses ont échoué. Mais plus grave, c'est que nous avons déjà même reçu un coup d'appel d'un élément du peloton mobile d'Abosso pour nous dire qu'il faut qu'on annule l'opération. Ok. D'accord. Donc, ce qui veut dire que déjà, il y avait des gens qui étaient en exercice dans les forces armées qui étaient impliqués. Mais secondo, tout le commando que j'avais pour faire l'opération, parce que moi, je vous explique, je ne suis pas militaire. Oui. Je ne connais rien des opérations militaires. Et les gens qu'on m'a donné, le commando qu'on m'a donné, étaient tous des gens qui étaient en exercice. Donc, c'est des militaires en exercice, c'est ça? C'est des corps habillés en exercice. Je ne vous dirai pas que c'est seulement des militaires parce qu'il y a, des gendarmes. Donc, c'est des corps habillés en exercice avec... En exercice. Ok, c'est avec eux que tu devais faire l'opération. Ok. Mais attends, il y a quelque chose qui m'intrigue là. Je vais te poser une question. Hein. Tu me dis que toi, tu connais rien dans tout ce qui est militaire. Mais pourquoi toi, on te paye un billet d'avion pour quitter Paris, pour arriver à Abidjan, pour rejoindre des gens qui sont militaires? Toi, ton rôle, c'était quoi? Parce que je connais la région. Parce que je connais la région. Et les militaires dont je vous parle, ils connaissent le côté pratique de la chose, mais ils connaissent pas le côté théorique. Voilà. Et moi, je maîtrise le côté théorique des choses parce que nous sommes des cerveaux. Voilà. Moi, je connais pas le côté militaire. Je sais pas comment on kidnappe quelqu'un, comment on fait quoi que ce soit par la force. Voilà. Moi, je connais la région. Je sais pas où il faut passer, ce qu'il faut faire pour pouvoir éviter tel coin, pour pouvoir faire tel coin. Voilà ce pourquoi on m'avise, au fait. Ok, d'accord. Ok, voilà. donc l'opération, donc on revient à la fin. Avant que tu continues, hein, s'il vous plaît, je vais vous demander de laisser la vidéo aller jusqu'à son terme. Voilà, je comprends que vous êtes impatient, mais je vais être méthodique. Donc, laissez la vidéo aller jusqu'à son terme. Et puis, à la fin, chacun va se faire son opinion. Voilà, c'est ce que je tenais à dire avant qu'on continue. Donc Hervé, donc l'opération échoue. Ouais, donc, qu'est-ce qui se passe maintenant? L'opération a échoué, oui. L'opération a échoué. Donc, la direction centrale, je me suis rendu à Accra pour rencontrer un membre de la direction centrale. Lui, je vous dirai son nom de code, c'est Kiki la Machette, à qui j'ai expliqué, qui était déjà au courant. Mais il fallait que je vienne lui rendre compte. Je lui ai rendu compte, il avait demandé à ce que la top que je fais rentrer dans le mouvement soit éliminée. Donc je lui ai fait comprendre que si on élimine la top, directement moi ça me démasque. Je serai démasqué. Parce que la top même en question a avisé des gens qui sont proches de la proie. Donc quelque part moi je serai démasqué. Donc franchement c'est pas bien. Il faut qu'on laisse la top vivre sa vie. Et il faut que on avise autre chose. Ok, d'accord. Voilà, c'est ainsi de suite que tu as avisé un plan B. Ok. Voilà. Et donc, ça a échoué, vous envisagez un plan B. C'est quoi le plan B? Le plan B maintenant, c'était de descendre chez Alépé. Oui. Pour prendre en otage encore toujours des Italiens. Oui. Mais des frères capucins. Oui. Ils sont à la mission catholique d'Alépé. Oui. Donc des hommes de Dieu. Hein? Oui, les hommes de Dieu. Mais la mission nous n'a pas été confiée à moi, mon équipe. Voilà, on m'a demandé de rentrer, on m'a demandé de me retirer. Et confié à une autre famille qu'on appelle la famille de Saint-José Peñato qui sont à Bobo. Bon, on a demandé à ce que ça eux sera confié la mission. Ok, ben excuse-moi, hein, quand vous deviez, on connaît tous la Côte d'Ivoire, hein, lorsque vous deviez prendre la personne en otage à Bobo, vous deviez envoyer la personne où? Mais nous ne prenons pas la personne à Bobo. Nous prenons la personne en otage à Alépé. Oui, excuse-moi, comme tu m'expliquais un peu. Donc vous devez prendre la personne en otage à Alépé, vous devez envoyer la personne où? Non, ça c'est le plan B.
Ok, ça c'est le plan A, d'accord, ok. Allons-y alors. Ok. Le plan A, on devait prendre la personne en otage à Crécy. Ok, d'accord, ok. Le second plan qui suivait le plan A à Crécy, on devait prendre la personne en otage maintenant à Yamé. Ok, d'accord. Le plan B est qu'on devait prendre la personne en otage à l'épée. Ok, d'accord, vas-y alors. Des personnes, même pas une personne. Ok, d'accord. Mais c'était de la livrer à Bobo. Donc vous deviez prendre, c'est le plan B, c'était de prendre des religieuses en otage à l'épée, c'est ça? Des religieux, il y a 3 religieux, une religieuse. Ok, donc les 4 personnes, vous deviez les prendre en otage à l'épée et les livrer à Bobo. À Bobo ou précisément, est-ce que tu en sais plus? À Bobo, normalement, je sais que les gars devaient le faire au niveau d'un camp qui s'appelle le camp Kosovo. Le camp Kosovo. Donc vous deviez prendre les gens là, vous deviez prendre ces gens-là à l'épée et puis les livrer au camp Kosovo le temps de demander la libération des prisonniers politiques pro-Gbagbo, c'est ça? Oui. Ok, d'accord, vas-y, continue. Voilà. Mais bon, malheureusement, j'étais écarté de ce plan. Oui. Donc, depuis l'organisation de tout ce mouvement, j'ai passé au moins 3 mois à peu près à Abidjan. Oui. Donc, la direction centrale me fait savoir qu'il faut que je rentre sur la France. Oui. Et c'est comme ça à Accra. Oui. Pour l'un des responsables qui est chargé de me régler tout ce qu'il me faut comme au niveau des billets d'avion, tout ça. Oui. Pour que je rentre à Accra et je rentre en Europe. Oui. Voilà, je découvre des documents dans sa voiture. Ok. Et les documents que je découvre dans sa voiture, voient que tout ce qu'on nous a dit, oui, n'avait rien à voir avec tout ce qui devait se passer. Ok, d'accord. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que tu découvres dans sa voiture? Ben, je découvre dans sa voiture que déjà Oui. il faut prendre des otages, faire croire que nous demandons la libération des prisonniers politiques. Mais le but primo, le but même à atteindre, c'est d'incriminer les pro-Gbagbo. Mais pourquoi, quand toi tu dis là, est-ce que ça écrit ce que tu es en train de dire là? Parce que tu es en train de me dire, je découvre que le but, c'est de demander la libération. Écoutez, Steve. Oui. Je suis en train de vous expliquer un plan que j'ai lu. Donc tout ce que tu dis là. Je ne suis pas un enfant. Oui. Je ne suis pas un enfant ou bien quoi que ce soit. Je vous explique des trucs qui sont écrits. Ok, donc la question que je pose, c'est ce que tu me dis maintenant là. C'est écrit sur le document ou c'est toi c'est toi ta compréhension? C'est écrit sur le document, c'est pas moi je le dis, c'est écrit sur le document. Ok, et les documents en question, tu les as en ta possession? Je les ai. Ok, d'accord, vas-y, continue. J'ai un brouillon, disons, un brouillon. Ok. Parce qu'il n'est pas peaufiné. Mais tout ce que je dis est justifiable et vérifiable. Ok, d'accord, vas-y, continue alors. Voilà. Donc normalement, il faut prendre, il faut incriminer les pro-Gbagbo. Secondo, il faut déstabiliser la base, il faut déstabiliser l'armée française en Côte d'Ivoire. Donc il y avait une série d'actions qui devaient être menées à l'encontre des Français. Oui. En Côte d'Ivoire. Oui. Et Tessio, il fallait créer des conflits interreligieux. Parce que le but, c'était de faire savoir à Ouattara que, comme lui l'a divisé pour régner, il faut aussi diviser pour l'enlever. Donc j'ai compris que le but final même, c'était même pas nos prisonniers politiques qui étaient le problème. C'était juste un prétexte. Ok. Mais quand il dit il fallait créer des conflits religieux, il fallait créer des conflits religieux comment? Comment il fallait procéder pour créer les conflits religieux? Mais les conflits religieux, c'était simple. C'est-à-dire que normalement, il y a des bases qui devaient attaquer les réseaux sociaux. Ils sont basés à Singapour et en Autriche. Ils sont basés à Singapour et en Autriche. Ok, d'accord. En Autriche, qui devaient commencer une propagande médiatique. Ok. Pour faire savoir que c'est un nordiste au pouvoir. Et faire savoir la supériorité des musulmans sur la Côte d'Ivoire. Après cela, il fallait incendier une église.
Mhm. Et quand une église allait être incendiée, dans une grande ville, où on sait que vraiment le feu pouvait prendre rapidement. Après cela, il fallait, peut-être on incendie une église aujourd'hui, 3 jours après, on attaque une mosquée à 5 h du matin. Ceux qui vont prier à 5 h du matin, on les attaque. Selon les cellules dormantes qui sont composées de certaines guérillas. Et de là, on fait croire que c'est les musulmans qui ont incendié l'église, c'est les chrétiens qui ont attaqué les musulmans pour se venger. Mais en temps, il y avait une propagande qui était déjà lancée. Et sachant que Ouattara n'a jamais voulu de la réconciliation, donc le feu pouvait bien prendre. Ok. Donc, on va s'arrêter à ce niveau-là pour résumer rapidement. Donc, un ami que tu connais qui appartient à l'organisation te fait appel de l'Europe parce que tu connais le pays, tout et tout. Tu arrives, tu passes par Accra, tu rencontres des gens, tout. Et tu arrives à Abidjan, on te remet 7 000 €. L'opération échoue. Le plan A échoue. Le plan B, tu vois, on t'explique, mais tu n'es pas associé. Et quand tu arrives à Accra, celui qui doit payer ton billet pour que tu rentres sur l'Europe, dans sa voiture, tu découvres des documents où tu comprends que, en fait, le plan de réclamer la libération des prisonniers politiques, c'est pas ça le vrai plan, mais le plan c'était d'embraser tout le pays. Ok, maintenant moi ici un pro, tu m'avais parlé aussi de Mangou. C'était quoi sa position dans le plan? Tu dis quoi? Tu m'avais parlé aussi du général Mangou. Mais le général Mangou, quelle était sa position dans le plan? Il était considéré comme un traître. Oui. Que nous devions assassiner. Dans le plan initial. Dans le plan initial. Ok, d'accord. Mais le but normal, c'était un prétexte aussi. Parce que le but, c'était quoi? C'était de toujours incriminer le FI. C'était de toujours incriminer les pro-Gbagbo pour faire croire que les pro-Gbagbo se vengent. Du genre, le général Mangou, c'est un traître, et ci et ça. Voilà, donc, il y avait déjà un commando qui était parti de Bata, en Guinée équatoriale, qui devait rejoindre Libreville. Et de Libreville faire le travail. J'ai appelé personnellement le général. Tu as appelé le général Mangou, tu l'as eu au téléphone. J'ai appelé le général Mangou pour lui demander. Je suis passé par le biais de son conseiller. Je l'ai eu lui-même au téléphone. J'ai parlé avec lui. Et il m'a même proposé qu'on reste en contact. Mais j'ai refusé parce que je ne connais pas trop la taille du monstre. Donc, quand tu as appelé le général Mangou et que tu lui as expliqué l'histoire, quelle a été sa réaction? Sa réaction était déjà... il a compris que c'était une affaire sérieuse. Donc, il avait décidé de prendre certaines dispositions. Il avait aussi décidé de me mettre en contact avec certaines autorités françaises. Oui. Sur ma demande, parce que j'ai dit que je ne veux que traiter avec les autorités françaises. Parce que je ne sais pas qui est impliqué en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui se passe au niveau de la Côte d'Ivoire. Je ne savais même plus pour qui on travaillait. Oui. Je ne savais même plus dans quel mouvement nous étions. Donc j'ai demandé à traiter uniquement les autorités françaises. Donc il avait décidé de me mettre en contact avec les autorités françaises. Mais il avait aussi demandé un contact de me joindre régulièrement. Oui. Ce que j'ai refusé, je lui ai dit que je vais rentrer en contact avec un avocat. Oui. Et mon avocat rentrera en contact avec lui. C'est sur cette optique que nous nous sommes arrêtés. Ok, donc tu as parlé à plusieurs reprises avec le général Mangou. À 2 reprises. Donc, non, la première reprise avec son conseiller. Oui. La deuxième reprise avec lui-même. Avec Mangou lui-même depuis le Gabon. Tu lui as parlé directement. Oui. Ok. Oui. D'accord. Et tu m'as dit aussi et j'ai le numéro jusqu'à aujourd'hui. Et tu as son numéro de téléphone présentement. Ok. D'accord. J'ai le numéro de son conseiller. Ok. D'accord, c'est bon. Non, on continue. Tu m'avais dit aussi qu'une fois à Accra, tu avais remarqué quelque chose. Et une fois à Accra et à Abidjan, tu avais remarqué quelque chose au niveau des militaires, bon, des corps habillés avec qui tu devais faire l'opération. Tu te rappelles? Je t'ai dit que le commando avec qui je devais faire l'opération, bizarrement, étaient tous des nordistes. Allons-y doucement, hein. Tous les membres du commando, aussi bien à Accra et à Abidjan avec qui tu devais faire l'opération, c'était des nordistes. À Accra, je n'ai pas... À Accra, Steve. Oui.
pas déformer aussi ce que je t'ai pas dit. Oui, c'est pour ça que je pose des questions pour qu'on se comprenne. Je n'ai pas contacté, je n'ai pas rencontré de commando. Ok, d'accord. Le commando que j'ai rencontré, c'est à Abidjan. Ok, d'accord. Tout le commando que j'ai rencontré était purement des nordistes. Ok, d'accord. Donc, c'est avec ce commando, selon toi-même tes propos, composé en majorité de nordistes, que on devait enlever la victime et la conduire à Bobo, au camp Kosovo, et demander la libération des prisonniers politiques. C'est bien ça, hein? Ouais. Ok, d'accord. Et donc, donc tu rentres sur l'Europe et puis tu contactes le général Mangou. C'est ça, hein? Oui, parce que dans les plans que j'ai vu qu'il devait se faire assassiner. Ok. Et comme je sais que c'est un prétexte Oui. pour salir le clan du président Gbagbo, dont je suis un partisan, j'ai préféré la viser. Parce que pour ne pas te mentir, je l'ai toujours vu comme un adversaire. Mais j'ai vu que le plan, c'était toujours de salir le président Gbagbo. Voilà. Donc je l'ai visé personnellement. Ok. D'accord. Donc ce que moi je propose, tu dit tout à l'heure que j'ai découvert qu'en fait, utiliser le nom du président Laurent Gbagbo pour demander la libération des prisonniers politiques, c'était un prétexte. Et qu'en vérité, l'histoire allait au-delà de ça. Je veux que tu me récites calmement tous les éléments qui, toi, te permettent de dire que, en fait, le but du truc, c'était pas de demander la libération des prisonniers politiques. Quels sont les éléments en ta possession? Les éléments est que déjà, allô? Oui, allô, oui, je suis là. Je te coupe pas la parole, mais les éléments est que déjà, celui qui a la tête du mouvement, oui, se nomme le président Bazo. Le président Bazo, ok, d'accord, oui. Oui, le président Bazo, oui, il est en complicité avec un Libyen qui s'appelle Osman. Osman, ok. Et Osman a une relation très sûre qui vient de l'entourage de quelqu'un de très puissant en Guinée équatoriale. Ok. Ils ont un point commun. Oui. C'est la haine envers la France. Mais le président Bazo, j'ai l'impression qu'il utilise Osman et l'autre, qui eux, ils en veulent à la France, pour régler lui aussi ses problèmes personnels. Parce que lui aussi, j'ai l'impression qu'il travaille pour quelqu'un d'autre. Ok. Au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc, selon toi... Mais pour qui il travaille, je ne saurais te le dire. Ok, donc, attends... Parce que dans le schéma... Oui. Alors, je peux finir? Oui, vas-y, oui, vas-y. Dans le schéma, il était prévu, du moins, qu'un vol d'Air France soit attaqué depuis l'aéroport Félix Faubagny, oui, soit à l'atterrissage ou au décollage, oui, par lance-roquette. Oui. Les coups la matinée soient attaqués, Oui. Puget soit attaqué, Oui. ainsi de suite. Il faut déstabiliser l'armée française. Ok. D'accord. Maintenant, voilà. Oui, donc ça c'est un élément. Donc, quels sont les autres éléments? Oui, tu dis que Bazo, tout et tout, mais quels sont les autres éléments qui te permettent de dire que c'est pas un coup? Parce que ça peut être des pro-Gbagbo aussi qui veulent faire un coup pour mélanger le pays, comme on dit là. Toi, tu dis aujourd'hui que ceux pour qui tu as bossé, c'est pas des pro-Gbagbo. Qu'est-ce qui te fait croire que c'est pas des pro-Gbagbo? Steve. Oui. Steve. Oui. Si les pro-Gbagbo veulent s'attaquer au régime de Ouattara, oui. Les pro-Gbagbo ne passeront pas par des ruses aussi stupides. Oui. Nous avons été renversés par l'armée française. Nous savons que leur force de feu est plus forte que notre force de feu. Donc nous ne les attaquerons jamais. De toutes les manières, on les a laissés faire jusqu'au deuxième mandat de Ouattara. C'est que nous n'avons... D'abord, ça c'est le côté personnel de ma conception des choses. Oui. Donc déjà, nous ne les attaquerons pas de manière aussi stupide. Secondo, je vous dis que tout le commando que j'ai croisé était composé de nordistes. Mais bizarrement, je vous dirai aussi que le président Bazo, qui tire la machette de qui vous est parlé, ils ont des informations oui. plus que n'importe qui.
J'ai des informations sur quoi? Si les secrets présidentiels, Mhm. ils sont informés de tout. Ils sont informés, quand il est le secret présidentiel, c'est quoi? De ce qui se passe au palais, des mouvements. 4 mois avant même que Ouattara ne prononce son discours, Oui. ils savaient déjà que les prisonniers politiques ne seront pas libérés. Mhm. Qu'il n'y aura aucune grâce présidentielle. Mhm. Donc, quelque part, ils étaient informés de tout. Mhm. Donc, ça peut te dire que ces gens-là ont des contacts au sein du clan de Ouattara. Mhm. Et je crois que pour avoir des contacts au sein du clan de Ouattara, il faut être quelqu'un qui rend service au clan de Ouattara. Ok, maintenant, Hervé, moi, je vais te poser une question. Hein. Parce que quand tu parles, on sent dans tes propos que tu es quelqu'un d'instruit. Est-ce que si on te propose, moi, je viens te proposer un plan pour te dire, on va prendre enlever des Français et puis réclamer la libération des pro-Babo qui sont en prison. Est-ce que toi-même, tu penses que le plan, il est assez cohérent pour que toi, tu acceptes de participer à un tel plan? J'ai participé à un plan que j'ai jugé cohérent. Parce que le plan tel qu'il était préparé, il était cohérent. Voilà, c'est après que sur le terrain, j'ai vu que le plan qu'on m'a proposé n'est pas le plan qui se passait. Voilà. Sinon, le plan, il était cohérent. Il était cohérent. Et moi, je te dis, même si ça arrive faire pour libérer les prisonniers politiques, je le referai. Mais, du moment où il n'est pas cohérent, je dénoncerai. Voilà. Et sur le terrain, j'ai vu que le plan n'était pas cohérent parce que j'étais sur le terrain. J'ai des preuves qui prouvent que j'étais sur le terrain. Oui. Et en dehors de ça, il y a encore ce que j'ai découvert à Accra. Qu'est-ce que tu as découvert? Ouais, dis-moi en plus ce que tu as découvert à Accra. Mais ce que j'ai découvert à Accra, comme je t'ai dit, tout est sur des documents. Maintenant, je t'ai donné les grandes lignes. Les grandes lignes, c'était comment créer un conflit interreligieux, comment aussi attaquer les Français, en fait, comment foutre le pays dans la pagaille. Voilà. Et toi, tu as comme tu m'as dit au téléphone quand on s'est parlé, tu as ces documents-là à ta possession. C'est que les documents sur lesquels il y a les brouillons de plan, tu as tous ces documents à ta possession. C'est ça, hein? Oui, j'ai une copie en France, j'ai une copie en Côte d'Ivoire. Ok. Donc, c'est-à-dire que si demain... demain... Quoi ce soir m'arrive. Ok. Donc, ça veut dire que si demain, on te demande de faire sortir ces documents-là pour prouver tes dires, tu es capable de les faire sortir pour les mettre à la disposition pour prouver tes dires. Je suis capable de faire sortir ces brouillons-là. Ok. Et tu dis aussi que tu reconnais que tu as adhéré au projet au début. Pourquoi, si tu as adhéré au projet au début, pourquoi aujourd'hui, parce que tu m'as contacté, pourquoi on en parle? Oui. C'est quoi ton objectif? C'était quoi ton objectif en me contactant? Mais mon objectif est que j'ai adhéré au projet déjà parce que je suis un pro-Gbagbo. Pas parce que la personne de Laurent Gbagbo me plaît. Parce que la politique de Laurent Gbagbo, je l'ai jugée juste. Parce que déjà, secondo, il y a aussi l'injustice et la dictature qui règne en Côte d'Ivoire, qui est légalisée par la France. Qui joue de son poids sur la communauté internationale pour ne pas qu'on voit les gens qui se meurent de l'autre côté. Pour moi, si c'était pour libérer les prisonniers pro-Gbagbo, j'étais partant. Mais quand je vois que c'est pour salir même mon propre camp, franchement, j'ai dit non. J'ai dit non. Mais il y avait deux buts. Oui. Je ne sais pas si je dois tout expliquer de manière personnelle parce que j'avais un problème personnel. Et j'avais aussi une participation par rapport à mes appartenances politiques. Non, tu peux laisser les questions personnelles. Bon, quand on se parlait, voilà. quand on se parlait, tu m'as dit que là où tu es, dès qu'on finit notre conversation ici, c'est-à-dire qu'au moment où on est en train de faire cette conversation-là, tu es à côté d'un commissariat. Et tu m'as dit, Steve, oui, dès que je finis de faire ce direct-là, je rentre dans le commissariat pour aller faire ma déposition. Est-ce que tu confirmes que tu m'as tenu ces propos-là? Ben, je te confirme. Je te confirme et je vais dans le commissariat tout à l'heure. Oui. Faire ma déposition. Mais, et je l'assume pleinement. Mais est-ce que tu crains aujourd'hui pour ta sécurité et autres?
Oui, je crains pour ma sécurité. Je crains pour ma sécurité parce que c'est ce que je suis en train de faire. Comme je t'ai dit, je ne connais pas la taille de la bête. Je ne sais même plus pour qui. Parce que je suis en train de t'expliquer que le combat dans lequel je me suis embarqué n'était plus un combat de pro-Gbagbo. Parce que Gbagbo ne s'attaquera jamais aux Français. Gbagbo ne créera jamais de conflit interreligieux. Donc, ça peut te dire que je ne sais même plus pour qui on était. Voilà. Donc, je ne connais pas la taille de la bête. Donc, même en allant dans un commissariat, je ne sais même pas qui je vais me confier. Voilà. Peut-être même je vais me confier aux ennemis. Voilà. Donc, c'est pour ça que, par mesure de précaution, tu as préféré rendre l'histoire publique avant de te rendre au commissariat, c'est ça? Voilà, j'ai l'histoire publique par ton biais. J'ai aussi les documents qui sont avec mon petit cousin à Abidjan. Et si quoi que ce soit m'arrive, tout sera publié. Au moins, je serai mort, mais la vérité serait sûre. Voilà. Est-ce que jusqu'à présent, que ce soit le général Mangou ou bien jusqu'à présent, est-ce qu'il t'a recontacté par exemple? Non, pas encore. Pas encore. Il ne m'a pas encore contacté. C'est moi qui devais le contacter par le biais de mon avocat. Ok. Voilà. D'accord. Donc, est-ce qu'en dehors du général Mangou, tu as discuté de cette opération-là avec quelqu'un ou je sais pas, quelqu'un d'autre qui est connu, quelqu'un de connu en fait, je veux dire? Non, pas du tout, pas du tout. Pas du tout. J'en ai en parlé à un ami. Oui. Qui est mon confident. Oui. Qui est mon meilleur ami. Oui. Voilà, c'est à lui seul que j'en ai en parlé. Ok, d'accord. Mais lui-même, il devait me mettre en contact avec quelqu'un de Mediapart. Oui. Avec qui j'avais rendez-vous pas plus tard qu'avant-hier. Oui. Mais je n'ai pas pu honorer le rendez-vous. Voilà. Ok, donc aujourd'hui, toi, ton intérêt, c'est que... Ben, qu'est-ce que tu peux répondre à ceux qui disent que tu es un menteur, que l'histoire ne semble pas réelle, ça ne semble pas crédible? Qu'est-ce que tu peux leur dire? Mais écoute, il y a ce qu'on dit de manière publique et il y a ce qu'on dit de manière privée. Je vais rentrer dans le commissariat tout à l'heure. Et là-bas, je donnerai de plus en plus de détails qu'un commissariat ou bien les services, les renseignements généraux français pourront vérifier. Voir si je mens ou bien je dis vrai. Voilà, mais je ne vais pas me mettre en direct comme ça et puis tout exposer. Voilà, en exposant tout, c'est comme si je m'exposais moi aussi. Oui. Donc, si tu veux, présentement, dans ce direct-là, tu nous as livré, si tu veux, tu nous as pas menti, mais tu nous as livré une partie de la vérité en entendant je ne d'entre eux. gagnerai à vous mentir parce que là, on est en train de jouer de l'avenir d'un pays. Nous sommes en train de jouer de l'avenir d'un pays, nous sommes en train de jouer même de la vie des êtres humains et nous sommes en train de jouer de ma vie. Donc ça, je ne crois pas que ma vie est un jeu pour que je m'amuse avec. Voilà. Donc de toutes les manières, quand je rentrerai dans le commissariat aura les preuves les plus détaillées qui pourront vérifier. Et après cela, le monde entier verra si je mens ou pas. Ok. Voilà. D'accord. Je pense qu'en tout cas, il y a certaines choses que toi et moi aussi on s'est confié en off. Tu m'as demandé de ne pas les relever, de révéler, pardon, jusqu'à ce que tu quittes le commissariat. Donc je pense que pour aujourd'hui, tu en as dit assez. Après, moi je vais, parce que c'est d'abord une question de sécurité. Donc je pense que il faut aller donc au commissariat, faire ta déclaration. Et puis mais au fait, déjà, j'aimerais te remercier d'avoir tenu parole. Oui. D'avoir tenu parole parce qu'il y a certaines choses que nous sommes dit à huis clos. Oui. Et tu n'as pas relevé cela. Franchement, j'apprécie ce manque d'honnêteté. Cela prouve encore combien de fois le président Laurent Gbagbo nous a inculqué l'honnêteté. Donc je ne gagne rien à mentir. Je ne gagne rien à dire quoi que ce soit qui n'est pas vrai. J'ai participé à une tentative de quelque chose. J'ai découvert d'autres choses. Je me suis mis à l'écart. Et je trouve que dénoncer nous permettra d'éviter la catastrophe. Voilà. Donc je te remercie pour
pour vraiment d'avoir gardé le secret. Ok, d'accord. En tout cas, il n'y a pas de souci. Moi, je te remercie aussi pour ton courage. Je pense que pour ton honnêteté, il faut aller au commissariat faire ta déclaration. Et puis, quand tu finis, on se rappelle. On se rappelle tranquillement. Il n'y a pas de problème. Ok, d'accord. Donc, voilà. Si tu as autre question, mais quoi que ce soit, je suis disponible. Ouais, il n'y a pas de souci. Ok, d'accord. Donc, je suis disponible et puis je suis à l'écoute. Ok, d'accord. Merci beaucoup. On s'appelle après. Ouais. Ok, allez. Bon. Ok. Merci à tous les amis qui sont là, qui ont suivi ce direct là. Et comme je l'ai dit en début, il y a une semaine de cela que le monsieur en question m'a contacté parce qu'il n'arrivait pas à m'avoir. Donc il est passé par un ami en commun et il m'a contacté par la suite et cet ami en question m'a appelé pour que je le contacte. Donc il m'a contacté et il m'a expliqué son histoire. Il n'a pas tout dit publiquement ici. Moi, j'ai certains documents que j'ai vus et tout et tout. Il n'a pas tout dit publiquement ici. Bon, je suppose pour des raisons de sécurité. Mais il a expliqué l'histoire. Ce qu'il dit, c'est qu'il reconnaît, il assume totalement le fait d'avoir voulu participer à une action de ce genre-là. Il assume totalement, il ne le nie pas. Vous l'avez écouté et il ne le nie pas. Ce qu'il dit, par contre, et qui moi m'intéresse dans cette histoire, c'est qu'une fois que j'arrive sur le terrain, je me rends compte qu'en fait, ils n'ont pas voulu l'affaire n'était pas pour servir la cause du président Laurent Gbagbo ou des prisonniers politiques. Il fallait juste utiliser le président Laurent Gbagbo ou la question des prisonniers politiques comme un prétexte pour embraser le pays. Et vous avez remarqué, il est resté assez succinct. Il n'a accusé aucun homme politique. Parce qu'il aurait cité un homme politique ici, on aurait dit non, il est en mission contre telle personne, il est en mission contre telle personne. Il n'a cité personne. Il a juste dit, on m'a recruté, on m'a dit qu'il faut qu'on prenne en otage des Français et on va on va demander la libération des prisonniers politiques. Déjà, ça paraît tellement con de prendre en otage des Français. Déjà, si je me fie à ses propos, avec des militaires encore en fonction, en Côte d'Ivoire qui sont nordistes, il faut prendre la personne en otage en Yamé et la conduire à Abobo. S'il y a un endroit où les pro-Gbagbo sont vraiment très à l'aise, je pense que c'est pas à Abobo. Donc si ça doit servir les pro-Gbagbo, c'est pas à Abobo qu'on va envoyer l'otage pour faire la demande de rançon ou quoi que ce soit. Écoute, donc comment j'ai écouté l'histoire, j'ai compris que s'il vous plaît, excusez, on essaie de rester sérieux. J'ai compris qu'il y avait des choses qui sont en préparation. Vous le savez, il faut... Excusez-moi, je vais réduire la lumière. Aujourd'hui, moi, je ne vais pas m'hasarder à dire des choses que je ne sais pas. Mais aujourd'hui, on sait tous que le procès du président Laurent Gbagbo est en cours. Et on sait combien de fois la juge peine à trouver des preuves. Donc, imaginez que on se retrouve en Côte d'Ivoire où un groupe se revendiquant du président Laurent Gbagbo prend en otage des Français. Cela ne pourrait que continuer à compliquer sa tâche. Ensuite, le monsieur le dit clairement, il dit on m'a remis de l'argent. Ce qu'il n'a pas dit par contre, c'est qu'il lui avait promis encore d'autres choses, mais ils lui ont remis 7 000 euros. Il peut identifier physiquement les personnes qui lui ont remis. Il m'a dit qu'il est rentré en contact avec Mangou. J'ai vérifié, il a effectivement échangé avec le gérant Mangou. Donc je pense que s'il mentait, il n'avait aucun intérêt à appeler Mangou au téléphone pour échanger avec lui, ce que j'ai pu vérifier. Donc j'ai pris la peine avant de le mettre en direct, de vérifier un certain nombre de choses. Donc j'ai pris la peine de savoir si le monsieur il mentait ou bien s'il ne ment pas. Je ne suis pas allé plus loin pour ne pas le livrer lui-même parce que c'est quelqu'un qui est fortement apeuré, qui craint pour sa sécurité parce qu'il sait que l'opération à laquelle il a participé, c'est une grosse opération. Parce que n'importe qui ne peut pas enlever, surtout pas des pro-Gbagbo présentement désagentés, là, ne peut pas enlever 7 000 euros pour remettre à quelqu'un comme ça. Et quand il décrit les endroits, surtout à l'est du pays, à Boisseau, vous savez que c'est des endroits qu'il connaît. Si vous faites attention, il se retient un peu pour des raisons de sécurité, mais je pense qu'après avoir fait sa déposition, il sera plus à l'aise. Il m'a même dit, Mangou m'a dit, je te mets en contact avec telle personne, va voir la personne va assurer ta sécurité. Et il craignait parce qu'il ne sait pas effectivement, est-ce que Mangou n'est pas dans le coup, est-ce que Mangou est dans le coup, est-ce que telle personne est dans le coup, est-ce que telle personne n'est pas dans le coup. Donc moi j'ai préféré qu'on rende cette histoire publique. Pour ne pas que dans quelques temps, parce que lui il a dit qu'il a quitté l'opération, mais il n'a pas dit que l'opération est annulée. Pardon. Il n'a pas dit que l'opération est annulée, il a dit qu'il a quitté l'opération, mais l'opération est peut-être en cours, elle est peut-être en train de se dérouler. Donc il n'est pas exclu que d'ici demain, après-demain, un groupe de bandits aille prendre un Français en otage en Côte d'Ivoire
et disent on demande la libération du président Laurent Gbagbo. Il faut que l'opinion sache dès à présent que si une action de ce genre se produit, elle ne nous intéresse, elle ne nous engage pas, nous les pro-Gbagbo. Et c'est pourquoi j'ai tenu à ce qu'ils rendent, son témoignage public. Pour qu'on sache dès à présent que nous ne nous reconnaissons pas dans cette histoire. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, on pourra continuer de communiquer dessus. Mais il n'est pas exclu qu'il y ait des gens dans l'entourage de Ouattara qui sont en train de préparer ce genre de coup-là. C'est pas exclu. Il n'est pas exclu aussi que ce soit des mouvements terroristes dans la sous-région qui sont en train de préparer ce coup-là. Voilà, parce que l'opération se fasse avec des FSI en fonction. Des FSI en fonction. Et que même ils reçoivent des informations, certaines informations de l'état-major de l'armée, que certains membres de l'état-major les appellent pour leur dire ne passez pas par là, passez par là, ne passez pas par ici, passez par là. Je pense que ça doit nous mettre la puce à l'oreille qu'il y a des choses qui se préparent. Donc il faut rester prudent. Il faut rester prudent. Et aujourd'hui, quand on regarde la situation, l'atmosphère sociopolitique en Côte d'Ivoire, on ne peut que prendre tout cela avec beaucoup de sérieux. Avec beaucoup de sérieux. Et c'est pourquoi j'ai tenu à ce qu'il parle. Je pense qu'il ne faut pas s'inquiéter, il va rentrer dans un commissariat. Je sais où il est. J'ai le numéro d'une personne ressource que je peux joindre s'il y a quelque chose qui se produit. Donc, son intention aujourd'hui, c'est pas de venir se mettre sur la place publique pour incriminer le président Laurent Gbagbo. Au contraire, il n'aurait pas fait. C'est ce qui aurait été incriminant. Parce que s'il n'avait rien dit et que demain, cela s'était produit, on aurait dit, voilà, ce sont les pro-Gbagbo encore qui sont en train de tout saboter. Ils veulent mélanger la Côte d'Ivoire. Le monsieur ne ment pas. Je vous le dis, il ne ment pas. Je vous demande de vous débarrasser de votre passion politique et de prendre le temps de réécouter. C'est dit, il est très très cohérent. Et moi, je l'écoute. Ça fait une semaine que je lui pose les mêmes questions et il me donne toujours les mêmes réponses. Parce que ça fait une semaine qu'on se parle constamment. Et toutes les questions, j'ai fait exprès même de lui poser la même question plusieurs fois. Et il me donne toujours les mêmes réponses. Parce que quand on parle de Libyens, de Maliens, d'une opération qui est capable de faire assassiner le gérant Mangou depuis le Gabon, il y a de quoi. Il faut savoir que c'est une opération qui est vraiment puissante, qui se déroule dans plusieurs pays à la fois. Donc vraiment, on peut ne pas aimer les pro-Gbagbo, mais on n'a tellement rien présentement que franchement, on peut pas construire une opération qui se passe sous autant de pays. Donc la Côte d'Ivoire aujourd'hui est dans l'œil du cyclone. Elle est dans l'œil du cyclone. Cela peut être l'objet de groupes terroristes qui nous visent et qui cherchent à mélanger le pays. Cela peut être aussi l'objet de certaines personnes dans l'entourage de Ouattara dans le cadre de la course au pouvoir. Je n'exclus aucune piste. Voilà. Je n'exclus aucune piste. Parce que quand le monsieur arrive, qu'il dit, Steve, tous ceux qui nous escortent, tous ceux qui nous déplacent, tous ceux qui nous transportent, ce sont des militaires qui sont en service. Et c'est ce que et ça date juste de 4 mois, effectivement. Il nous dit tous ceux qui nous déplacent, le militaire qui nous appelle pour dire abandonnez l'opération parce que vous êtes démasqués, tout, replié, c'est un militaire qui est en service. Et ce militaire-là, il est en service au peloton d'Aboisseau, ouais, je crois. Il est en service au peloton d'Aboisseau. Voilà. Donc, quand il dit on ne peut pas passer par là, on nous dit de prendre la personne et puis de l'envoyer à Bobo dans tel endroit où il y a des gens qui doivent les prendre et que ces gens-là, c'est des FSI, c'est des militaires en service. Il y a lieu de se poser des questions. Donc moi, je ne vais pas accuser quelqu'un parce que j'estime que l'histoire est assez grave. J'ai mon idée, j'ai ma petite idée de la chose. Mais je vais accuser personne. J'estime que c'est assez grave. Il fallait que ce soit su. Et puis, je pense que nous sommes en train de parler. Il est au commissariat. Il va faire sa déposition. S'il a nécessité d'avoir un avocat, tout, on avisera. Mais je pense que c'est un frère et qu'il faut, en tout cas pour vous les chrétiens, il faut prier pour lui. Voilà, il faut prier pour lui. Parce que c'est un gros risque qu'il a pris. C'est vrai, il a participé à une opération et autres, mais il pouvait venir se taire et s'asseoir. Mais le fait de venir sur la place publique pour témoigner de ce qu'il a vécu, avec tous les risques qu'il encourt, il faut savoir que c'est vraiment, si c'est pas l'amour de son pays, on peut pas agir ainsi. Donc c'est quelqu'un, il faut beaucoup prier pour lui. J'espère que tout va bien se passer dans ce commissariat-là. Et puis, j'espère qu'il en ressortira tranquille et puis on pourra discuter. Mais moi, j'ai eu la possibilité, au risque de me répéter, d'écouter certaines choses qu'il n'a pas voulu dire, sur la place publique. Et je pense que c'est assez sérieux ce qui se passe. Voilà, moi, on me demande si c'est pas Bogota, c'est pas Soro. Je veux pas accuser quelqu'un. Voilà, parce que j'ai pas de, c'est assez grave.
C'est l'opération, quand on vous dit on nous dit attaquer des églises et puis 2 jours après attaquer des mosquées. Mais vous devez pouvoir comprendre qu'on travaille à embraser le pays. Quand on dit non, prenez en otage des religieuses. Des religieuses. On dit allez prendre en otage des 3 religieux, une religieuse. Et envoyez-les à Bobo. Et tout. Il faut savoir que, voilà. Donc, bon, voilà. Donc, les amis, on ne va pas être long. L'essentiel, moi, je vous demande de partager cette vidéo-là. Si ceux qui sont à la base de ça, ce n'est pas des gens qui sont dans l'entourage de Ouattara et que Ouattara lui-même peut utiliser ça pour ne pas qu'un malheur arrive à la Côte d'Ivoire, tant mieux. Voilà, parce que c'est vrai qu'on veut que Ouattara quitte le pouvoir, mais on ne veut pas que les Ivoiriens meurent. Parce que lorsqu'on dit qu'il faut attaquer une église un dimanche, pendant que les gens sont en train de prier, ce n'est pas Ouattara qui va mourir. Lorsqu'on dit qu'il faut attaquer une mosquée à 5 h du matin, ce n'est pas Ouattara. C'est pas Ouattara qui va mourir. Donc, s'il faut partager cette vidéo, même si les gens de Ouattara, ça peut leur permettre, pour une fois, de ne pas regarder dans le camp des pro-Babo, mais d'être pertinent, et puis d'annihiler tout ce qui risque d'arriver, tant mieux. Moi, je n'ai pas de problème avec. Si les renseignements généraux français peuvent s'en servir pour empêcher que ce qui est en train de se préparer n'arrive, tant mieux. Mais moi, je suis partisan du président Laurent Gbagbo. Je ne peux pas accepter qu'une telle opération-là, on la fasse endosser à mon leader. Voilà, c'est ça d'abord ma préoccupation. J'ai 2 préoccupations. D'abord que les Ivoiriens ne meurent pas. Mais surtout, au moment où on se rapproche de plus en plus à la CPI, d'un procès qui est en train d'échouer, il ne faut pas que on puisse faire une opération et en faire porter le chapeau au président Laurent Gbagbo, qui est plus proche de la liberté que de l'emprisonnement aujourd'hui. Donc je pense que c'était ça moi mon intérêt en faisant cette vidéo. Je pense que les gens ont compris. Voilà, je pense que le monsieur, il n'a pas menti du tout. Voilà, je pense qu'il n'a pas menti du tout. Parce que je sais un peu de quoi il parle. Je sais qu'il n'a pas menti. Ceux qui sont proches, il sait qu'il y a des gens dans ma liste d'amis qui sont proches de Mongou. Ils peuvent appeler Mongou et puis vérifier pour savoir est-ce que oui, une telle personne ne l'a pas appelé pour telle opération. Parce qu'il a appelé Mongou, Mongou même l'État apeuré. Mongou m'avait peur parce que Mongou sait. Mongou m'avait peur, il a dit, bon, je te mets en contact avec des officiers français, tout et tout, qui vont t'entendre et qui vont discuter avec toi, tout et tout, pour voir comment tu vas faire. C'est parce que le jeune n'avait pas confiance. Il n'avait pas confiance à Mongou lui-même. Il a dit, bon, je vais te faire rappeler. Il ne l'a plus appelé. Donc, Nicoletta, il n'est pas en Côte d'Ivoire. Voilà, il n'est pas en Côte d'Ivoire, il est présentement en Europe. Donc, c'est dans un commissariat en Europe qu'il rentre. C'est pas en Côte d'Ivoire. Il n'est pas en Côte d'Ivoire, il n'est pas au Ghana du tout. Il est en Europe. Donc, c'est dans un commissariat en Europe ici qu'il rentre. Donc, j'ai des nouvelles et on verra ce qui se passe. Il n'est pas en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas ceux qui disent pourquoi c'est en Côte d'Ivoire, il veut aller dans un commissariat. Il n'est pas du tout en Côte d'Ivoire, il est en Europe. C'est depuis l'Europe que nous parlons depuis une semaine. Donc voilà, donc merci à vous qui avez suivi et puis en Côte d'Ivoire, quoi. Et puis espérons que ces gens de coups fourrés qu'on monte pour accuser les uns les autres ne se répètent pas. Parce qu'aujourd'hui, nous, on a déjà beaucoup de pro-Babo qui sont en prison pour des choses qu'ils n'ont pas commises. Et on n'accepterait pas que d'autres encore aillent en prison alors qu'ils n'ont rien à voir dans ce qui se passe. Donc, merci à vous et que Dieu vous garde.